Merci, Monsieur le Président. Merci aussi pour l'invitation, Madame et Monsieur les députés. Je vais être très bref pour donner plus de temps à ma collègue Sophie Billon sur justement les travaux qu'elle a menés sur la question de la participation. Juste pour expliquer pourquoi un institut de recherche comme l'Institut français des relations internationales, un institut privé, indépendant, sans affiliation idéologique, s'est intéressé à la question de la participation des personnes exilées. Ce n'est pas forcément une évidence que ça relève de l'intérêt d'un institut comme l'IFRI qui travaille sur les relations internationales. Déjà, l'IFRI a été assez précurseur sur les études sur les questions d'immigration et de citoyenneté, puisqu'on travaille sur ces questions depuis le début des années 2000, avec toujours une démarche qui a été de recherche-action, c'est-à-dire d'impliquer les acteurs concernés par nos sujets dans notre réflexion de chercheurs, dans le cadre de tables rondes, de focus group, et de les faire participer à cette réflexion, considérant qu'ils avaient aussi une expertise. En 2018, quand on a créé l'Observatoire de l'immigration et de l'asile, qui a un objectif, au-delà de la recherche sur ces questions-là, d'offrir un espace de débat et de réflexion, Madame la rapporteure, aux acteurs de l'asile et l'immigration en France et en Europe, la première réflexion qu'on a eue était comment on implique également les migrants et les réfugiés, qu'on va appeler les personnes exilées, pour intégrer de manière un peu plus large à la fois les migrants et les réfugiés au sens juridique du terme. Et cette réflexion, on a voulu la mener en commençant par une étude, justement, pour éviter justement aussi de placer les personnes exilées dans une seule position de témoin, ce qu'on fait souvent, pour les placer aussi dans ce qu'ils sont également, c'est des experts comme nous, des acteurs aussi, des politiques finalement qui les concernent, comme les associations ou les institutions, et en fait comment on organise cette participation qui n'est pas forcément toujours très facile à mettre en œuvre. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a commencé à mener cette réflexion qui aujourd'hui est toujours en cours après l'étude, et on reviendra aussi sur un certain nombre de dispositifs, de projets dans lesquels on participe, justement pour mettre en œuvre un certain nombre de nos recommandations. Et juste aussi, à titre préliminaire, cette démarche n'a pas été entreprise uniquement par altruisme ou par générosité. C'est qu'on a aussi la certitude, la conviction que la société d'accueil, donc la société française, a tiré des bénéfices de cette participation. Au moins à deux égards. Déjà, la participation des personnes développe la capacité, le pouvoir d'agir et le sentiment de citoyenneté. Et donc, c'est un facteur d'intégration également. Et puis, l'autre raison qui nous semble importante de mettre en avant et de soutenir la participation des personnes exilées, c'est que la participation permet également d'améliorer l'efficacité des politiques et des programmes d'accueil et d'intégration en leur demandant simplement de penser avec nous ces programmes, de les évaluer, de les mettre en œuvre. On s'assure aussi que ces programmes répondent réellement aux besoins des personnes à qui ils s'adressent. Donc je vais donner tout de suite la parole à ma collègue Sophie Billon pour présenter les principales conclusions et recommandations de cette étude. Merci beaucoup Mathieu, merci pour cette invitation. Au fond, mettre à l'ordre du jour de votre commission d'enquête ce sujet de la participation, c'est déjà une preuve de l'intérêt de ce sujet. Ne pas se priver du savoir de vie des personnes qui ont l'expérience de la migration dans la construction des politiques et des programmes qui les concernent, c'est essentiel. L'objet de cette recherche, donc menée dans le cadre de l'Observatoire de l'immigration et de l'asile, c'était à la fois de faire un état des lieux sur la participation des personnes exilées en France, donc aller interroger des associations, des collectivités locales, des représentants de pouvoir public pour savoir qu'est-ce qui se fait, quel niveau de participation est en place. Au fond, les modalités de la participation sont nombreuses, donc je reviendrai peut-être sur les différents niveaux, et puis ensuite je pourrais vous donner des exemples si ça vous intéresse sur où est-ce que ça se pratique, parce que ce n'est pas une injonction la participation, c'est un processus, une intention de tenir compte de la parole et de accompagner les personnes à construire une pensée collective, ne pas se limiter à une expérience personnelle, mais avoir une capacité de prendre la parole
en fonction de ce qu'on a observé auprès de familles qu'on accompagne, de personnes avec qui on a un lien de confiance parce qu'on partage cette expérience de vie qu'est la migration ou l'exil forcé. Donc les associations, collectivités, administrations, avec elles et eux, on a pu mettre en évidence des outils qui favorisent la participation. Donc là encore, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on peut revenir de façon un peu plus précise. Mais à l'issue de cette étude, on a pu tirer un certain nombre de recommandations, à la fois à destination des associations qui peut-être sont constituées de membres qui ne sont pas tous convaincus de l'intérêt de la participation. Donc comment permettre qu'une organisation, de façon globale, mette la participation à l'ordre du jour, mais aussi à destination des financeurs privés et publics pour que ce sujet soit valorisé et que donc on ait des moyens pour les mettre en œuvre. Et donc je suis ravie de présenter ces recommandations dans le cadre de cette commission parce qu'au fond, voilà, c'était un peu... c'est une tribune que vous nous offrez. Sur la méthodologie, donc j'ai réalisé des entretiens auprès de tous ces acteurs, et donc y compris des personnes exilées, engagées dans des associations ou qui ont créé elles-mêmes des associations comme forme ultime de participation. Et ensuite, donc, on a analysé ces entretiens et on a travaillé les recommandations avec les personnes qui avaient été interrogées. Ça aussi, c'est une façon de travailler qui nous importe, de ne pas être dans un savoir théorique, mais vraiment de vérifier la portée de ce qu'on recommande. Peut-être juste un point historique, c'est que ces notions de participation sont particulièrement développées dans les mouvements d'éducation populaire. Les associations de lutte contre la pauvreté ont développé des méthodes comme celle du croisement des savoirs et des pratiques qui est développée par le mouvement ATD Quart Monde, avec l'idée de faire se rencontrer les savoirs de vie avec les savoirs théoriques et les savoirs professionnels. Mon intention en faisant cette étude, c'était de vérifier si ces méthodes étaient connues des associations qui œuvrent dans le champ de l'asile et de l'immigration, et éventuellement de leur suggérer de se saisir de ces outils qui sont tout à fait applicables aux personnes qui ont l'expérience de la migration, ne sont pas nécessairement en situation de précarité, mais en tout cas ont, parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue, parce qu'ils ne sont pas nés ici et qu'ils ne connaissent peut-être pas les codes, ont moins accès aux lieux de participation qui sont proposés aux citoyens en France. Un petit point réglementaire, la loi de 2002 inscrit l'obligation de créer des lieux de participation dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et les centres provisoires d'hébergement. Ces lieux qu'on appelle par exemple des conseils de la vie sociale, mais qui peuvent prendre une autre forme, ne sont pas nécessairement très développés et ne donnent pas des résultats très encourageants sur la réelle participation, mais le fait que ce soit inscrit dans la loi, ça nous importe, ça veut dire que ça incite les gens à en tout cas réfléchir à ce sujet. On y reviendra dans les recommandations. Donc sur les modalités, on peut se dire qu'il y a en fait un continuum de modalités de participation, de l'information à la gouvernance partagée. L'information consiste uniquement à faire descendre de l'information vers les personnes, mais au fond, si un dialogue s'instaure, les personnes peuvent donner leur avis. On arrive ensuite à la consultation. Certaines associations, donc là à nouveau, vous me direz si vous voulez que j'aille plus loin, organisent ces temps de consultation de leurs usagers, de leurs bénéficiaires, même si voilà, il y a éventuellement un écart entre les personnes qui mènent le programme et ceux qui en sont bénéficiaires. Dans d'autres, on va parler de co-construction. Les personnes exilées sont considérées comme actrices et on leur propose, on les soutient pour que finalement elles mènent l'action, y compris auprès d'autres personnes exilées. J'ai en tête un lieu d'accueil du Secours catholique où des personnes exilées accueillent d'autres personnes et les renseignent sur leurs droits, les soutiennent dans leurs démarches administratives et où, dans ce lieu, on expérimente ce qu'on appelle le bénévolat inclusif, c'est-à-dire des équipes de bénévoles constituées de nouveaux arrivants et de membres de la société d'accueil. Enfin, la gouvernance partagée. Certaines associations qui ont été cofondées par des personnes exilées et des personnes qui n'ont pas l'expérience de l'exil n'envisagent pas que les lieux de décision de ces associations soient uniquement composés de personnes françaises, enfin en tout cas qui n'ont pas migré. C'est le cas aussi des associations qui sont créées par des personnes migrantes et qui éventuellement indiquent dans leur statut que les membres de l'association seront exclusivement constitués de personnes qui ont cette expérience, comme voilà, pour valoriser ce savoir et le mettre en valeur. Du côté des politiques locales et nationales, peut-être je vais donner d'abord l'exemple de ce qui se passe dans les collectivités.
Ce sujet de la participation des personnes exilées concerne deux types d'élus, des délégations qui sont sur l'accueil des personnes exilées, mais aussi la démocratie participative. Il y a un vrai élan d'élus et d'agents qui veulent s'outiller, réfléchir si des dispositifs spécifiques pour les personnes exilées sont plus adaptés en comparaison à des dispositifs qu'on pourrait appeler de droit commun, pour lesquels on va avoir une attention aux personnes étrangères, aux nouvelles arrivées dans une ville, aux citoyens, citoyennes de demain, qui, en effet, n'ont pas le droit de vote et donc ont une vraie envie de s'engager dans leur ville et de se sentir des citoyens, des citoyennes à part entière. Je peux peut-être citer des exemples, et là aussi, vous me direz si vous voulez qu'on approfondisse certains. Il y a des conseils consultatifs de résidents étrangers, par exemple à Grenoble et à Nantes, qui sont en train de se refondre sur comment on permet à des nouvelles personnes d'intégrer ces instances pour que les personnes qui y participent soient représentatives de la société et des personnes migrantes qui sont présentes dans ces villes. Des initiatives où les budgets participatifs sont ouverts largement à tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité, et donc des projets portés par des personnes migrantes, y compris des personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire, mais qui ont fondé des associations, ont un projet à mettre en place dans leur ville. Et puis peut-être encore des situations de concertation entre des élus et des résidents étrangers, et des plateformes qui sont montées par des personnes réfugiées ou migrantes à destination d'autres. Voilà, donc toutes ces démarches de villes qui ont envie de réfléchir à un accueil digne, mais également à une possibilité pour les personnes étrangères et migrantes de prendre leur place dans la ville. Il y a eu tout un groupe de travail qui s'est réuni là, depuis la publication de cette étude jusqu'à la semaine dernière sur ces questions avec des agents et des élus. Au niveau national, ce qu'on a pu observer, c'est qu'il n'y avait pas d'instance de participation nationale où des personnes exilées pouvaient donner leur avis de façon régulière. Des auditions ponctuelles sont réalisées. D'ailleurs, j'aimerais savoir, je n'ai pas eu le temps d'approfondir, mais vous aviez annoncé que vous vouliez échanger avec un groupe d'experts migrants. Est-ce que vous aurez le temps de le faire? Je sais que vous rédigez le mois prochain, mais je pense que c'est vraiment intéressant de se dire que ce savoir-là, il est complémentaire de tous les autres. 3 exemples peut-être d'actions concrètes qui se sont mises en place après la publication de mon étude, donc dont je ne parle pas dans l'étude. C'est le lancement d'une académie pour la participation des personnes réfugiées qui s'est mise en place en novembre 2020 et qui a été mise en place par la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Institut français des relations internationales. Donc là encore, on pourra vous donner vraiment du détail sur ce programme qui est constitué de 12 personnes réfugiées avec l'intention non pas de créer une instance supplémentaire qui ne serait pas très connue et est-ce qu'elle serait sollicitée, mais plutôt de soutenir ces personnes pour intégrer des instances existantes, des lieux de décision au niveau national, donc à la fois dans des associations, mais aussi des fondations d'entreprises et toutes ces instances de l'État où on réfléchit à la politique d'intégration, voilà, de pouvoir participer dans ces instances qui existent et de soutenir ces 12 personnes pour les intégrer le plus rapidement possible. Le ministère de l'Intérieur a aussi, donc la Délégation générale des étrangers en France, mis en place un comité stratégique d'évaluation de la politique d'intégration et a proposé que des bénéficiaires de cette politique participent en tant que membres de ce comité stratégique, donc vraiment en tant qu'experts. Et quelques personnes ont témoigné dans ce cadre, mais voilà, c'est aussi un autre exemple d'une attention supplémentaire portée à cette question. Donc sur les outils, je ne vais pas prendre de temps pour l'instant, mais vous me direz si vous voulez qu'on parle concrètement comment ça marche la participation. Peut-être sur les recommandations, si vous me laissez encore une petite minute. Je voudrais vous en partager 6 qui ont une portée nationale, donc qui sont plus liées à vos travaux. La première, on recommandait de prévoir un budget de fonctionnement pour ces conseils de la vie sociale et les autres formes de la participation. Il ne suffit pas de dire aux gens il faut se mettre ensemble et créer des projets. S'ils n'ont pas de moyens pour le faire, finalement, les choses n'émergent pas. La seconde, c'est d'étendre aux lieux d'hébergement non régis par le Code de l'action sociale et des familles cette obligation réglementaire de mettre en place des instances de consultation et de les financer. La troisième, c'est d'inclure la participation des personnes exilées dans les critères d'évaluation interne et externe des programmes des associations. Si on incite les gens à le faire et qu'on le mesure, ça pousse à avancer sur ce sujet.
La quatrième, mettre en place des formations pour les travailleurs sociaux et les agents des administrations animés par des personnes ayant l'expérience de la migration. Là encore, je pourrais peut-être vous donner des exemples sur la pertinence de permettre à ces experts de former des professionnels qui vont accueillir des personnes migrantes en France. Et ensuite, intégrer des personnes exilées dans les instances de direction des associations. Là, ça vous concerne moins directement, mais voilà, soutenir des associations qui sont dans cette démarche et éventuellement leur donner les moyens de le faire. Et ensuite, la dernière recommandation qu'on avait, c'était de créer une instance de consultation au niveau national qui réunirait également des associations ou des personnes qui interviennent dans l'accueil des migrants. Là, peut-être que ce programme d'académie nous a fait prendre conscience que finalement, favoriser la participation des personnes à des instances existantes, c'est peut-être plus efficace. Mais voilà, l'idée d'avoir un lieu où des personnes exilées, experts peuvent s'exprimer et peuvent être mobilisées, ça serait intéressant à creuser. Merci Voilà. beaucoup. On sera preneur effectivement des aspects concrets. Je passe la parole à ma collègue rapporteure Sonéa Krimi. Je l'ai vu relever beaucoup de choses et donc j'imagine qu'elle a déjà beaucoup de questions. Merci beaucoup, monsieur le Président, mes chers collègues, monsieur Tardis et madame Bilang. On est ravis de vous voir ici. Je le redis, je le dis tous les matins, tous les jours ici. À chaque fois, nous invitons des chercheurs parce qu'on considère que la parole publique et la parole politique prendra un peu plus de valeur si elle est accompagnée par des chercheurs. C'est pour ça, et je remercie les administrateurs qui nous ont aidés dans cette tâche difficile. À chaque fois, à chaque audition, nous avons eu affaire à des chercheurs avant d'aller auditionner des experts, la délégation interministérielle de l'hébergement, nous aurions un préfet après vous. Mais le plus important, vraiment, qui est très très important pour nous, c'est de démarrer toujours par avoir la parole des scientifiques. Donc au nom de tous les collègues que nous avons ici, c'est vraiment une volonté collective de vous entendre ici. Donc je vais profiter de votre présence pour vous poser des questions sur le vote des étrangers dans les élections locales. Vous en pensez quoi et qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Ce qui appelle une deuxième question, est-ce que vous avez remarqué un changement de paradigme, bien évidemment, au moment de l'élection, oui, entre couleurs politiques, mais après, quand on est au pouvoir et quand on est installé dans une collectivité, est-ce que tout le monde finit par faire la même chose? Parce qu'on est en face du même problème, parce qu'on a des associations, parce qu'on a des gens de droite, de gauche, de tout ce que vous voulez, qui veulent accompagner, d'autres qui veulent moins, bref quoi. Donc quand on est sur le terrain après, une fois qu'on a dépassé la parole politicarde, est-ce que, en général, toutes les collectivités essayent de faire au mieux ou pas pour accueillir les étrangers? Je suis preneuse des exemples de formation des professionnels pour accueillir, parce que c'est quelque chose qu'on souhaite pousser dans ce rapport. Former des personnes à la différence, former des personnes à des parcours migratoires, former à comment parler à une personne migrante, comment l'accompagner aujourd'hui. Donc nous aurions des recommandations à pousser sur l'apprentissage du français, sur le fait de capter la compétence de la personne dès qu'elle met le pied dans notre territoire aussi. Bref, donc nous avons des recommandations qui vont dans ce sens-là et on est preneur effectivement de tout exemple qui pousse à mieux comprendre, à mieux accueillir. Je finis par un dernier exemple et c'est une recommandation qu'on va essayer de pousser ici. Vous avez en Italie, les policiers ne parlent jamais à des migrants. Ils ne parlent jamais à des migrants. Voilà. Il y a toujours des gens au milieu, des gens de l'OIM, de l'UNHCR, des gens de la police eux-mêmes, des travailleurs sociaux qu'eux-mêmes, experts migrants, et eux-mêmes sont sur les bateaux, eux-mêmes sont dans les patrouilles, sur les frontières, et qui parlent dans la langue de la personne en face pour qu'ils puissent lui expliquer son droit, les premières demandes du policier en face. Et on a remarqué il y a un vrai travail entre travailleurs sociaux et policiers. Donc on n'est plus dans le paradigme policiers et gendarmes, on n'est plus dans le paradigme on est les ennemis. Non, on travaille dans le même sens, on essaye d'aider dans la possibilité des limites de nos droits, en tout cas effectifs.
Et on a remarqué aussi un changement de vision du migrant par rapport à la police et à la gendarmerie. Parce qu'ils ont des gens qui leur expliquent directement leurs droits, qui leur expliquent que les gendarmes et la police ne sont pas là ni pour les embêter. Voilà. Donc du coup, j'ai vu l'impact des migrants experts sur le terrain et à quel point les migrants experts deviennent effectifs auprès des forces de police aujourd'hui pour accompagner, pour essayer au mieux, en tout cas, de créer des ponts et des liens. Et je veux savoir si cette expérience pourrait peut-être être portée en France et quel sera votre avis concernant cela. Voilà mes 3 questions. Merci beaucoup. Je vous laisse organiser oui. votre réponse en duo. Moi, je vais répondre peut-être sur les questions liées au droit de vote des étrangers non communautaires, non européens, et qui est un débat. Alors, je suis pas sûr que ce soit encore un débat, mais ça a été un débat en France depuis les années 80. Je pense, j'ai l'impression qu'il est clos, en fait, aujourd'hui, qu'il s'est clos il y a 5 ans sous la présidence de François Hollande. Et donc, nous, dans nos travaux, on a voulu justement dépasser un peu cette question-là parce qu'il faut quand même avancer. Et le droit de vote des étrangers au niveau local est une mesure importante, symboliquement, mais qui doit aussi être accompagnée. Quand on va dans d'autres pays européens, notamment la Belgique, il y a quelques années, a mis en place le droit de vote des étrangers non communautaires au niveau local. La question derrière, c'est est-ce que ces personnes votent ? Et d'ailleurs, on peut très bien voir cette question en France aussi avec les Européens, dont le taux de participation au niveau municipal, alors pour les élections européennes, c'est peut-être un peu différent, mais en tout cas pour les élections municipales, votent très peu. Donc c'est aussi une question, au-delà de la reconnaissance du droit, c'est comment aussi on accompagne cette citoyenneté qui est accordée. En ce qui concerne le débat sur le droit de vote des étrangers, encore une fois non communautaires au niveau local, je pense que la question a été portée de manière très partisane et peut-être du coup a été contre-productive. Il y a toujours des débats de principe importants en France et des positions assez marquées sur qu'est-ce que français, comment devenir français, qu'est-ce que ça signifie, avec une sorte de mythe aussi en France sur la facilité de devenir français. Quand on voit les chiffres et les conditions de naturalisation, ce n'est pas aussi simple. Les conditions sont assez strictes, même par rapport à d'autres pays européens, particulièrement sur la question de la maîtrise du français, qu'on peut entendre, qui sont justifiés. Ce n'est pas un jugement sur ces critères-là que je porte. Mais en tout cas, l'accès à la nationalité française par la naturalisation n'est pas aussi facile que certains peuvent prétendre. Donc il y a un enjeu. Beaucoup de collectivités territoriales, des villes principalement, ont porté au début des années 2000 cette question du droit de vote au niveau local, clairement des collectivités de gauche, et l'ont porté par la voie de la création de ces conseils consultatifs d'étrangers non communautaires, dont Sophie Bilong a parlé, parce qu'il y a aussi aujourd'hui du coup une réflexion sur ces conseils. Il y a beaucoup de collectivités qui en ont créé au début des années 2000, de grandes villes, y compris à Paris. Mais Nantes, Strasbourg ont été assez précurseurs dans ce mouvement. Grenoble et puis Paris et beaucoup de villes de la banlieue parisienne ont créé ces conseils. Ils ont créé un réseau national de ces conseils qui ont eu un impact assez limité en termes de participation, parce que la question c'est quels moyens et quelle écoute on donne finalement aussi à ces conseils consultatifs d'étrangers. Mais surtout, ça a été, à mon sens, une erreur d'en faire finalement un outil de plaidoyer, quelque part, pour les élections, pour le droit de vote au niveau local, comme si c'était une étape vers le droit de vote au niveau local. Ce qui a fait que quand, en 2004, il y a eu des élections municipales où la droite finalement a remporté beaucoup de grandes villes, ces conseils ont été mis de côté. C'est-à-dire que ça n'a pas été vu comme un outil utile pour
les municipalités, mais comme un instrument politique, partisan. Et puis ensuite, quand justement donc dans le programme du candidat François Hollande, cette question du droit de vote a été reposée assez rapidement. On a compris qu'il y avait un obstacle constitutionnel, enfin d'avoir finalement la majorité des 3/5, ça, merci, pour une réforme constitutionnelle, que ce n'était pas possible dans la configuration du Parlement français. Finalement, ces municipalités qui avaient porté ces questions-là ont mis ça un peu de côté, en disant il n'y a plus d'enjeu, parce que finalement, l'enjeu pour nous était le droit de vote, et comme c'est constitutionnellement difficile, on ne va pas pouvoir porter ça, et on mis du coup aussi de côté les conseils consultatifs. Il y a eu une démarche assez importante au niveau des collectivités sur la démocratie participative dans beaucoup de villes, avec des budgets participatifs qui sont ouverts à tous, sans condition de nationalité, parfois même sans condition de régularité du séjour. Sauf que quand on va dans ces instances-là de démocratie participative, ce sont finalement les personnes qui sont déjà très impliquées dans la vie citoyenne qui y participent. Et donc qui votent d'ailleurs souvent par ailleurs, et ça sans considération d'ailleurs de nationalité. Donc les personnes les plus éloignées de la citoyenneté, qu'elles soient d'ailleurs de nationalité française ou étrangère, sont très peu dans ces instances, qui finalement sont pas forcément toujours mis en place de manière très inclusive. C'est-à-dire qu'il faut aller vers les personnes concernées. Donc enfin, je ne sais pas si je réponds totalement à votre question, mais le droit de vote des étrangers au niveau local serait une reconnaissance importante, et on le sent avec les échanges qu'on peut avoir avec les réfugiés ou les migrants, que c'est important pour eux, qui se sentiraient vraiment pleinement citoyens dans leur nouvelle société. Mais ce n'est pas non plus une fin en soi, et qu'il y a d'autres moyens aussi justement d'impliquer ces personnes-là dans une citoyenneté française par la démocratie participative, mais en faisant en sorte que cette démocratie soit vraiment inclusive, c'est-à-dire qu'on aille vers. On a vu du coup aussi après les élections municipales, et je laisserai là-dessus aussi à ma collègue développer, parce qu'elle participe à des groupes de travail sur cette question. Du coup, beaucoup de collectivités, de villes, après les dernières élections municipales, qui ont voulu prendre en considération cette question de la participation des personnes exilées. Donc il y a tout un réseau d'élus qui, principalement dans le cadre de l'ANVITA, l'Association nationale des villes et des territoires accueillants, qui a mis en place vraiment une réflexion en interne assez poussée et assez technique, donc à laquelle Sophie participe, pour justement comment organiser cette participation, revoir justement ce qui est le cas donc de Nantes et de Grenoble, le fonctionnement de ces conseils consultatifs, et puis d'évaluer d'autres formes, la possibilité d'autres formes de participation. Donc on sent quand même au niveau des collectivités territoriales, et peut-être particulièrement, pas uniquement, mais dans les grandes villes où il y a une diversité aussi de la population, un intérêt aussi pour savoir comment atteindre finalement les habitants de la ville, qu'ils aient le droit de vote ou pas. Et donc ça se développe quand même de plus en plus. Et je rajouterai aussi, moi j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'intégration des réfugiés en milieu rural, où je sens aussi quand même une volonté de la part de la population, souvent, et des élus de petites villes et de villages, de s'assurer bien sûr que l'accueil se passe convenablement. La proximité fait que cette participation ou cet échange se fait de manière informelle et souvent d'ailleurs assez efficace. Mais on sent ça aussi dans des villes, ou peut-être des petites villes, qui ont moins cette habitude de la diversité, de volonté aussi de créer aussi cette communauté au sens local, dans lequel des personnes nouvelles arrivantes de nationalité étrangère, y compris réfugiés, puissent se sentir chez soi. Un petit point sur la police, peut-être les médiateurs. Après, Mais non, juste pour compléter sur les collectivités, vous posez une question intéressante. Est-ce qu'au-delà des promesses politiques et des programmes, est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place ?
Ce que je peux en tout cas témoigner, ce groupe de travail, donc spécifiquement sur la question de la participation des personnes exilées, a réuni à 3 reprises une trentaine de villes, donc des agents et des élus, qui veulent s'équiper, c'est-à-dire aller au-delà des programmes. Je trouve que le nom des délégations des élus est très indicatif de la volonté de nommer l'accueil et l'hospitalité, l'accueil des nouveaux arrivants, que ça fait vraiment partie des missions de la ville, même si c'est au fond une responsabilité de l'État. Ces agents qui sont dans des services sociaux, mais en fait dans tous les services de la ville, qui se forment à la question de l'accueil des personnes exilées. Ça aussi, c'est un mouvement qui est intéressant. C'est-à-dire que ça ne concerne pas que le centre communal d'action sociale, ça concerne le service culturel, le service sportif, évidemment la démocratie participative. Voilà, ce qu'on sent, c'est qu'il y a un mouvement d'agents des collectivités qui ont envie d'être plus compétents. Ça passe par des conventions avec les associations pour aller vers les personnes, celles qui manquent encore, celles qui ne participent pas au lieu que la ville propose. Évidemment, passer la porte de la mairie, c'est impressionnant. Il faut se sentir invité, avoir établi une relation de confiance. Et donc, finalement, il y a beaucoup d'étapes pour permettre une réelle participation. Je pense qu'il y a aussi une volonté que les personnes soient conscientes de leurs droits. Et donc, ce droit à la participation, évidemment, il vient parfois un peu après le fait d'ouvrir les droits sociaux, de pouvoir inscrire ses enfants à l'école. Mais voilà, quand on considère les gens comme des citoyens, c'est finalement un droit qui est tout aussi essentiel. Et j'ai senti ça dans ce groupe de travail, des élus et des agents qui travaillent ensemble pour mieux faire et pour apprendre des expériences qui sont parfois pas très concluantes, notamment des lieux où finalement des gens qui n'avaient pas besoin d'être soutenus participent et comment on va vers d'autres et on ne se limite pas aux 5 premiers qui se présentent. Voilà. Donc sur votre troisième question sur la formation des professionnels, donc l'exemple que je voulais vous présenter, c'est ce qu'on appelle des co-formations, c'est-à-dire des formations qui sont qui rassemblent des personnes ayant l'expérience de la pauvreté et des professionnels sur un domaine précis, par exemple la protection de l'enfance ou la justice. Et il y a toute une méthodologie qui a été développée pour permettre à chacun de ces groupes de construire sa pensée et de travailler sur les représentations et ensuite seulement de les croiser, de les confronter, de se rendre compte que, on va prendre donc cette déclinaison avec les personnes qui ont l'expérience de l'exil ou de la migration. Qu'est-ce que ça veut dire se présenter au guichet de la préfecture? C'est très important de se dire que l'expérience de ces personnes qui vivent ces moments comme une extrême violence, des moments qui peuvent être très traumatisants, et puis un fonctionnaire de l'autre côté, comment il vit ça et comment il intègre que ce rendez-vous que lui il a de façon régulière dans la journée, en fait c'est un moment hyper dur pour la personne qui est en face. Et comment on arrive à mettre des mots et à se parler. Parce qu'au fond, participer à une formation où en face des représentants de cette institution qui a été si violente, c'est vraiment pas quelque chose qui s'improvise. Et donc, moi je pense que pouvoir soutenir ce type de formation pour que finalement les agents des préfectures, je donne cet exemple-là parce qu'il est parlant, retournent sur leur lieu de travail avec une meilleure connaissance, avec des révélations sur ce que vivent les personnes en face, donc une capacité à leur parler de façon différente. Au fond, se former grâce à l'expérience de vie et pas seulement de façon théorique. Donc ça, je pense que dans les écoles de travail social, dans les centres de formation de la fonction publique territoriale, ça serait essentiel de faire intervenir des experts qui peuvent parler à la première personne et qui peuvent apporter aussi leur expertise parce que, en tant que travailleur pair, au fond, c'est cette casquette que vous soulevez en disant les interprètes qui ont cette capacité, des personnes qui sont des professionnels, mais qui ont aussi eux-mêmes vécu la migration et donc toute cette situation dans notre politique d'accueil qui est parfois assez violente pour les personnes. Et puis peut-être pour démarrer sur votre question sur l'Italie, moi je pense que le rôle des interprètes et donc la formation des interprètes, c'est essentiel pour ces moments au fond où il ne s'agit pas seulement de traduire d'une langue à l'autre. Il s'agit de rassurer, d'expliquer le contexte, d'avoir conscience en amont des non-dits
des choses qui vont, voilà, des interprétations. Et ça, c'est vraiment voilà, la formation et puis avoir du financement pour les interprètes, parce qu'on fait souvent aussi appel, en tout cas dans les associations, à des interprètes de façon bénévole, en considérant que quelqu'un qui a été accueilli, il peut ensuite rendre service. Non, c'est un vrai métier et c'est une compétence. Et donc, moi, voilà, si on peut défendre quelque chose aujourd'hui, c'est aussi l'importance de trouver des subventions et financer en fait cette expertise-là. Et je te laisse compléter. Oui, sur... En complément, les Italiens ont toujours été très précurseurs sur ce que nous on appelle ici en fait les médiateurs culturels. Et je crois qu'ils ont même essayé de déterminer quelles sont les missions, les fonctions, les compétences nécessaires pour exercer ce type de métier. Finalement, en France, on est un peu en retard par rapport à nos amis, nos voisins italiens sur cette question-là. Les médiateurs culturels existent souvent dans les associations d'aide aux migrants et aux réfugiés, notamment celles qui vont effectuer des maraudes. Alors peut-être pas dans l'échange avec la police, parce que finalement, en tout cas sur le parcours d'asile, il n'y a pas tant de contact que ça avec la police en France. La police n'est pas forcément impliquée dans ce parcours-là. C'est plutôt les agents de la préfecture, en tout cas au début. Mais les médiateurs culturels existent dans beaucoup d'associations. Mais je vais appuyer ce que disait Sophie sur la reconnaissance de ce rôle. C'est souvent les postes qui sont encore moins bien payés que les travailleurs sociaux, des migrants qui ont vécu ça, mais qui ne sont pas forcément accompagnés, formés, et les accompagner aussi dans une valorisation de leurs compétences. Il faut que ça devienne un métier. Donc je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur ce métier, qui en plus du coup peut être une porte d'insertion professionnelle pour beaucoup de primo-arrivants. Et nous, c'est vrai que beaucoup des exilés qu'on rencontre sont des gens qui sont aussi impliqués dans l'accueil des nouveaux arrivants. Et donc là, il y a vraiment une réflexion de dire, là, il y a une compétence que finalement, nous, on n'a pas, une compétence notamment linguistique, souvent, de vécu. Comment on en fait un métier pour le cadrer, pour aussi s'assurer de la bonne distanciation dans les échanges avec les personnes qui sont dans une situation d'extrême précarité ou de vulnérabilité. Donc il y a tout je pense, une réflexion assez utile et constructive à avoir autour de la construction d'un métier qui soit davantage valorisé autour de la médiation culturelle. Ce qui se fait de plus en plus au niveau médical, connaissance aussi, où il y a une réflexion qui est en cours là-dessus. Merci beaucoup. Je ne sais pas si mes collègues ont des questions. Et, allez-y. Bonjour, je suis Bénédicte Pétel, donc députée d'Asnières-Colombes. Je vous remercie. Déjà, je vous présente mes excuses pour mon retard. Et vraiment un grand merci. Moi, ce que vous me dites, ça me résonne. Je suis famille d'accueil avec mes enfants et mon mari. Et on apprend justement, vous parlez de cette distanciation, on apprend, moi ça fait écho. Vous dites qu'en France on est en retard. Est-ce que vous avez des pays, vous pouvez nous citer des pays où ça se développe, où il y a des projets qui se sont mis en place là-dessus, sur ces fameux médiateurs culturels, voilà. On est toujours preneur des bonnes pratiques. Je dirais qu'il y a souvent le modèle un peu anglo-saxon, en fait, où il y a aussi une vision aussi des communautés qui est différente qu'en France. Et donc, dans beaucoup de pays anglo-saxons, et notamment au Royaume-Uni, les organisations et les associations de réfugiés sont beaucoup plus développées qu'ici. Et ces associations de réfugiés sont souvent partenaires des grandes organisations britanniques qui accompagnent les demandeurs d'asile et les réfugiés, justement pour faire ce go-between, ce in-between. Et aussi donner un peu un certain nombre de clés sur la société britannique et comment ça va se passer. Et donc là, on est vraiment sur un système qui est peut-être plus institutionnalisé, qui est aussi assez propre à la manière dont des sociétés anglo-saxonnes peuvent percevoir aussi
les personnes étrangères, les communautés étrangères dans la société. La réflexion au niveau européen, parce que cette réflexion, elle est quand même de plus en plus importante en Europe sur finalement la participation des personnes exilées, elle tourne souvent quand même autour de la question des organisations de réfugiés. C'est vrai que nous, dans le contexte français, on pense que c'est quand même important que dans les associations traditionnelles qui existent depuis longtemps, on a un fort secteur associatif en France sur ces questions-là, qui est en grande partie d'ailleurs soutenu par l'État. Donc ce sont des acteurs importants. Pour nous, il nous a paru plus efficace de s'assurer que dans ces associations-là, on parle des grands opérateurs ou des plus petites associations, il y ait davantage finalement aussi de diversité et aussi que les réfugiés, les demandeurs d'asile ou les exilés aient leur place au sein de ces associations-là, en tant que salariés, en tant que directeurs, en tant que membres des conseils d'administration. Il existe un fort secteur aussi d'organisation de personnes issues de l'immigration qui travaillent plus sur les questions de solidarité internationale, qui sont fédérées au sein du Forim, qui est une fédération de plusieurs centaines d'organisations qu'on appelle communautaires, et qui existent depuis les années 80 et qui ont eu un rôle important en France dans les années 80, y compris en termes d'intégration des nouveaux arrivants. Ça s'est un peu perdu après dans les années 90 et 2000, du fait des débats qu'il y a eu aussi en France autour du communautarisme, des craintes de communautarisme, et une certaine aussi nationalisation, je dis ça sans jugement, mais de la politique d'accueil. C'est aussi la création du Haut Conseil d'intégration dans la fin des années 80. Ensuite, l'OFII et ses ancêtres, qui a un rôle de plus en plus important en France. Et donc, on a un peu centralisé au sein d'institutions publiques toutes ces fonctions-là, qui ont peut-être mis un peu de côté les organisations de personnes étrangères qui avaient un rôle important dans les années 80, y compris dans l'apprentissage du français. Et aujourd'hui, comme il y a une concentration aussi des crédits sur l'apprentissage du français dans le contrat d'intégration républicaine, finalement, toutes ces initiatives sont moins financées, même si il reste des financements publics. Mais au niveau européen, on est beaucoup sur cette question des organisations de réfugiés ou de migrants ou de personnes ayant l'expérience des migrations, avec une question assez fondamentale pour les financeurs de ces organisations, que ce soit des financeurs publics ou privés, c'est comment on adapte aussi les financements, les procédures d'appel à projets ou les marchés publics quand c'est l'État, à des organisations qui n'ont pas forcément les mêmes capacités, les mêmes connaissances administratives ou des process ou des processus assez bureaucratiques que l'on a en France et partout en Europe. Ce n'est pas propre à la France, de ce que j'ai pu voir, et particulièrement notamment les financements européens, qui sont extrêmement difficiles à gérer. Et donc, y compris dans les financements privés, on travaille beaucoup avec des fondations d'entreprises philanthropiques. C'est aussi une question qu'elle commence un peu à se poser en France et en Europe, c'est-à-dire finalement pas toujours financer ceux qui ont les capacités et les codes un peu du fundraising, de levée de fonds et de gestion, et aussi d'accompagner, de faciliter l'accès au financement pour des organisations de réfugiés ou de migrants, et de les accompagner ensuite aussi, parce que bien sûr qu'il y a un objectif de bonne gestion, et particulièrement des fonds publics, mais de les accompagner aussi dans cette gestion-là. Donc c'est de les faire monter en capacité. Merci pour cette réponse et de nous avoir fait découvrir le Forum, le Forum des organisations de solidarité internationale issues des migrations, qui me semble effectivement être une organisation intéressante sur laquelle appuyer un certain nombre de travaux. Je sors un tout petit peu du sujet, mais comme vous avez travaillé sur l'agenda de l'Union africaine sur l'immigration, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, même si peut-être on sort un peu de ce qu'on avait prévu de vous demander, mais néanmoins, je crois que c'est vraiment important qu'on ait le plus d'éclairage possible sur cette question, vue d'ailleurs. Alors, je vais
changer la caisse de mon cerveau pour ouvrir celle-ci. Oui, alors, moi j'ai travaillé sur cette question-là par le prisme européen. C'est-à-dire que mon questionnement était... moi, je travaille beaucoup sur les politiques européennes d'asile et d'immigration, et donc du coup aussi sur leur impact sur les pays tiers, et notamment sur les objectifs de partenariat avec les pays tiers, et donc particulièrement avec les pays d'Afrique, et que ce soit d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Avec un premier constat aussi, c'est-à-dire que l'Afrique, finalement, ou les Africains sont finalement assez minoritaires dans les migrations internationales. C'est le continent où il y a pratiquement le moins de migrants au monde. Les premiers à migrer sont plutôt les Européens, d'ailleurs, et les Asiatiques, mais qui est un continent beaucoup plus important en termes de population. Donc, les Africains, finalement, migrent beaucoup moins, et ils migrent surtout à l'intérieur de la région, et c'est particulièrement vrai pour l'Afrique subsaharienne. C'est peut-être un peu moins pour l'Afrique du Nord, mais c'est particulièrement vrai pour les ressortissants d'Afrique subsaharienne. Et donc, c'est un enjeu aussi africain, et l'enjeu africain n'est pas forcément l'enjeu des Européens. Même s'il y a bien sûr une préoccupation de la part des gouvernements africains sur le sort des Africains qui tentent de rejoindre l'Europe, des dangers d'exploitation, de traite, d'abus de toutes sortes, et bien sûr pour leur vie. Donc il y a une préoccupation, et donc là c'est une préoccupation qui doit être commune entre les Européens et les Africains. Mais le premier enjeu des Africains, et dans le cadre de l'Union africaine, c'est aussi de s'assurer que la migration soit profitable pour tous, et c'est avant tout vu comme un enjeu de développement. Parce que c'est souvent des migrations transfrontalières. Enfin, les frontières sont aussi vues comme des espaces de commerce et donc de richesse. J'avais effectué une mission, un séjour d'études au Niger il n'y a pas très longtemps. Les Nigériens bougent beaucoup, migrent beaucoup, pas en Europe, alors qu'on pourrait dire que c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde. Donc peut-être qu'ils seraient plus à même de venir dans des pays plus riches comme ici. Donc, mais ils bougent beaucoup en Libye, en Algérie, mais aussi dans les pays un peu plus au sud du golfe de Guinée. Et c'est un enjeu important parce que un pays qui est encore soumis à des crises et des insécurités alimentaires, et ça leur permet finalement d'aller chercher de l'argent ailleurs, de travailler ailleurs, de ramener ensuite de l'argent pour la famille qui est restée au pays. Et donc il y a un vrai enjeu de développement au sein de l'Union africaine, et qui est finalement avec l'objectif d'une certaine forme de liberté de circulation, qui est déjà une réalité, pas totalement dans les mêmes termes que dans l'Union européenne en Afrique de l'Ouest, au sein de la CEDEAO, mais c'est l'objectif à terme pour 2063 de l'Union africaine, d'avoir un passeport africain, une liberté de circulation, plus ou moins dans la manière dont on l'entend ici en Europe. Et l'exemple de l'Union européenne a montré aussi que la liberté de circulation a été un facteur de richesse, de paix aussi. On l'a aussi vu au moment des discussions sur le Brexit, à quel point la frontière en Irlande pouvait, le fait de remettre une frontière, était un danger pour la sécurité et la paix dans le pays, et donc du coup en Europe. Les enjeux sont exactement les mêmes d'une certaine manière. La difficulté avec ces objectifs de l'Union africaine, c'est il faut ensuite que ces objectifs-là, donc il y a un cadre de l'Union africaine, un programme de travail de l'Union africaine sur migration et développement. Il faut qu'ils soient ensuite appropriés par les gouvernements nationaux, et c'est pas toujours la première priorité, et on peut l'entendre. Et deux, c'est une question de capacité et de moyens. Et c'est là où les Européens reviennent, parce que les Européens sont finalement l'Union européenne et les États membres sont les premiers donateurs de pays africains.
Et nous, par ce biais-là, finalement, on réintroduit un peu nos priorités européennes, qui sont aussi une utilisation des fonds de développement à des fins de gestion des flux migratoires. Et là, il y a un peu une confrontation entre ce qu'est-ce que le développement. Le développement n'est pas forcément fait pour freiner ou empêcher les migrations. En tout cas, ça ne doit pas être l'objectif de l'aide au développement. Et en plus, la plupart des chercheurs qui travaillent sur ces questions-là, ce qui n'est pas mon cas, mais quand on lit la recherche sur des économistes notamment ou des démographes, c'est que le développement amène souvent plus de migration dans un premier temps, parce que pour migrer, il faut avoir des ressources. Donc si on augmente les ressources d'un pays, des ressortissants d'un pays, ils ont plus de ressources pour quitter leur pays. Et puis, deux, nos priorités, elles sont quand même de plus en plus liées à un renforcement du contrôle des frontières entre les pays africains. Un peu dans notre manière de voir ici, et je reprends l'exemple du Niger, qui est le pays qui coopère finalement le mieux avec l'Union africaine sur cette question de la migration sur la route Méditerranée centrale, c'est-à-dire que c'est le dernier pays avant la Libye. Et donc il y a vraiment beaucoup d'actions qui sont menées par les États membres et par l'Union européenne pour essayer d'empêcher les migrants d'aller en Libye, et pour leur sécurité aussi, hein, pas que pour les empêcher, mais pour leur propre sécurité. Et ce qui fait qu'on a renforcé aussi les contrôles aux frontières, c'est-à-dire que même les Nigérians sont devenus difficiles pour les Nigérians de quitter leur pays pour aller en Libye. Quand on prend les chiffres de l'OIM, qui fait une sorte de tracking des personnes qui prennent la route à partir d'Agadez, c'est à 90% des Nigérians. Et en fait, ils peuvent être arrêtés avant même d'avoir franchi la frontière par la police nigérienne et traités comme des migrants clandestins, donc y compris des ressortissants du pays. Et le Niger fait partie de la CEDEAO, donc il y a aussi cette liberté de circulation. Et donc du coup, on est en train un peu de remettre ça en cause indirectement, et d'aller à l'encontre justement des objectifs et des intérêts finalement des Africains. Donc c'est là où il faut que la clé, elle est finalement entre les mains des Européens, beaucoup, par le biais de l'aide au développement, de pouvoir appuyer aussi cet objectif de l'Union africaine, de regarder aussi la réalité migratoire avec un peu plus de rationalité. C'est-à-dire, encore une fois, c'est l'immigration en Afrique, c'est, je crois, 30 millions d'Africains qui sont en situation de migration internationale. C'est uniquement un quart qui se dirige vers l'Europe. Une grande partie, c'est intra-africaine, et de plus en plus vers les pays de la péninsule arabe.